L'éveil des Seigneurs des Runes, chapitre 2, première partie, les détectives entrent en scène. La requête du prévôt Sigu. Après que les PJ se sont occupés de Nualia et des gobelins dans les offrandes calcinées, ils reçoivent la visite du prévôt Sigu, sombre et renfrogné, qui a décidé de les mettre dans la confidence quant à la nouvelle série de meurtres Papenville. La nature des meurtres lui rappelle le massacre du découpeur il y a quelques années. Il a besoin d'aide pour enquêter avant que les crimes ne déclenchent une crise d'hystérie comparable à la précédente, c'est pour cela qu'il fait appel au héros de Point de Sable. Il dit en gros, il faut résoudre rapidement cette enquête avant que la situation n'empire. La nuit dernière, le meurtrier a frappé à la scierie et il y a 2 victimes. Elles ne sont pas belles à voir. C'est un des ouvriers de la scierie qui a découvert les corps, Ibor et Pin. Et le temps que j'arrivais avec mes hommes sur les lieux du crime, une foule de curieux s'était déjà rassemblée. J'ai laissé des hommes là-bas, la scierie est fermée à clé, mais ce qui me chiffonne, c'est que c'est la 2e série d'assassinats que nous avons constaté en quelques jours. Je suis venu vous demander de nous aider. Mes hommes sont bons, mais ce sont des bleus. Ils étaient à peine capables de sauver leur propre miche contre les gobelins, et ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui est bien plus maléfique que ces petits monstres. J'ai besoin d'aide. Donc le prévôt remet un bout de parchemin ensanglanté au PJ qui va laisser apparaître la suite de l'enquête. Il laisse le parchemin à Rick Hunter, le tueur mercenaire. Son nom est tracé avec du sang au dos du parchemin. Et il est indiqué un court message. Nous en avons déjà parlé, maître. Ça recommence. Rejoignez la meute et tout sera fini. Elle est signée votre seigneurie. Le prévôt demande au PJ de se montrer aussi discret que possible au sujet des meurtres. Donc les pistes. Il leur demande ensuite donc de mener l'enquête en secret pour le bien de la ville et il leur indique les pistes suivantes, la scierie de Point de Sable, là où a eu lieu les meurtres les plus récents, les cadavres sont encore sur place et la scène du crime est encore intacte. Ensuite, Ibor et Pin, le témoin que le prévôt a interrogé, Venwinder est un des suspects. Les meurtres précédents qui sont aussi des pistes. La rune, une étoile gravée sur la poitrine d'une des victimes, a sûrement un sens. Alors, à la scierie de Point de Sable. La scierie de Point de Sable se trouve au bord du Turandarok. Le temps que les PJ arrivent, une foule importante s'est rassemblée autour des bâtiments et les groupes de gardes, visiblement nerveux, tiennent l'entrée de la scierie. Alors les hommes saluent en silence, ils s'effacent pour les laisser passer. La scierie est un solide bâtiment en bois aux murs très épais. La machine à découper le bois a été arrêtée. Le quai de la scierie, le quai indique des empreintes boueuses qui mènent de l'extrémité du quai à la scierie. Elles ont été laissées par un humain pieds nus qui est sorti de la boue pour monter sur les quais, a gagné la scierie, escaladé le mur et est entré par une fenêtre à l'étage. La scène du crime, l'intérieur de la scierie est tapissé de sciures maculées d'empreintes et d'éclaboussures de sang. Ainsi qu'une série d'empreintes qui appartient non seulement à un homme pieds nus, mais aussi elle empeste la chair en décomposition. Les cadavres d'Harker et de Catherine. Notons qu'il s'agit de Catherine Winder. Une hache suspecte et la puanteur de la viande pourrie. Voilà les principaux indices se trouvant dans cette pièce. L'odeur en décomposition. L'odeur flotte toujours dans l'air. C'est assez étrange, comme si un petit animal était mort quelque part dans la pièce et qu'on l'avait laissé pourrir là. L'odeur est très persistante. Le corps de Catherine. Le corps a été poussé dans la machine à découper le bois, la pauvre Catherine est morte sur le coup. Les lambeaux de son cadavre se trouvent à l'étage inférieur, au milieu d'un tas de bois, de chauffe éclaboussé de sang. Un garde livide et visiblement écœuré se tient au garde à vous non loin. Le cadavre de Harker, le corps de Harker a été profané de façon horrible. Pauvre homme a été suspendu à un mur à l'aide de crochets destinés à pendre la machinerie. Le corps est mutilé, le visage a été complètement tailladé et creusé et la mâchoire inférieure arrachée. Sa poitrine nue est également lacérée et gravée d'une étrange rune en forme d'étoile ascendante. Notons qu'il s'agit de la même rune que celle du pendentif de Nualia. Les PJ sauront plus tard en interrogeant Broderquink qu'il s'agit de la rune de Siedron et qu'elle symbolise une magie tassilonienne. Harker a été identifié grâce à son tatouage de corbeau sur la poitrine, mais son corps n'a plus de visage et sa mâchoire inférieure a disparu. Les entailles semblent presque avoir été faites par des griffes, de la taille d'une main humaine à 5 doigts. L'odeur de décomposition est plus marquée au niveau de ses blessures. La hache suspecte. La hache repose au sol, près de la machine à découper le bois, comme si quelqu'un l'avait laissé tomber là-bas. Le manche est couvert d'empreintes sanglantes. Et si on examine son fer de près, on remarque 2 choses. D'abord, la lame est maculée de morceaux de ce qui ressemble à de la chair en décomposition et de fragments d'os.
Ensuite, l'odeur de viande avariée est plus forte sur la lame. Calec Veredus, le prêtre d'Abadar, comprend que cette odeur persistante de corruption dépasse celle qu'un cadavre émet habituellement. La hache a probablement été utilisée il y a moins de 24 heures contre un mort-vivant tangible. Le témoignage d'Ibor Épine. Potentiel suspect, ceci dit. Ibor, le partenaire de Harker, est un jeune homme séduisant, malgré un visage un peu étriqué. Il est encore sous le choc après avoir découvert les corps en arrivant au travail ce matin. Sigu l'a déjà interrogé, mais il admet que les PJ pourront peut-être en tirer plus que lui. Ibor attend dans une cellule de détention sous la garnison de Pointe-Sable. Il confirme alors qu'Harker et Catherine se voyaient fréquemment la nuit, mais même si Venn est un père possessif, Épine le croit incapable d'avoir fait une chose pareille à Harker. Il admet alors que depuis quelque temps, Harker trafiquait des livres de contes. Il se hâte d'ajouter qu'il n'a jamais participé à ces escroqueries, mais il reconnaît que Harker a pu détourner une belle somme en écrémant le profit des meilleures ventes ces dernières années. Les Scarnetti, la famille noble propriétaire de la Syrie, sont réputés impitoyables. Des rumeurs prétendent qu'ils seraient à l'origine des incendies des scieries rivales de la région et, s'ils se sont rendus compte qu'Harker détournait de l'argent, Ibor les croit capables d'embaucher quelqu'un pour le tuer. Un autre suspect, Venn Winder. Venn est la première personne à qui le prévôt Sigu a rendu visite lorsqu'il a eu connaissance des meurtres. Quand il a appris à Venn que sa fille était morte à la Syrie, le marchand est devenu fou furieux. Le prévôt l'a fait enfermer et l'a laissé se calmer en prison. Même si Venn s'est débattu comme un monstre enragé, Sigu est persuadé que son accès de furie est dû à la mort de sa fille, adorée, et non pas à un sentiment de culpabilité. Au final, le fait que Venn n'a pas grand-chose à voir avec les autres meurtres devrait le disculper. D'autant plus que sa femme corrobore son alibi, il était chez lui toute la nuit pendant les 2 séries des meurtres. Dernier indice, la rune de Siédron. Broder Quink indique donc l'origine de la rune de Siédron. C'est un spécialiste de l'histoire varisienne. Il évoque donc l'empire tassilonien. Broder sait que le Tassilon était un vaste empire dirigé par de puissants magiciens. La simple taille des monuments qu'ils ont laissés derrière eux témoigne de leur pouvoir. La résistance surnaturelle dont beaucoup de ces édifices font preuve vis-à-vis de l'érosion et du passage du temps donne également une idée sur leurs compétences magiques. La plupart des sages situent l'apogée de l'empire tassilonien entre 7000 et 8000 ans. Mais Broder pense à raison qu'il est encore plus ancien et suppose qu'il s'est effondré il n'y a pas moins de 10 000 ans. La majeure partie des informations de Broder ne sont que de vagues théories basées sur des conjonctures. Il évoque la rune de Siédron qui symbolise non seulement les 7 vertus des dirigeants. En général, les érudits sont d'accord pour dire qu'il s'agit de la richesse, la fertilité, la fierté justifiée, l'abondance, l'effort, la juste colère et le repos, mais que ça représente aussi les 7 écoles de magie du Tassilon. Il indique quelque chose d'important de ce qu'on sait de l'empire tassilonien et qui laisse à penser que ces dirigeants étaient loin d'être vertueux. Il pense que les 7 péchés mortels communément reconnus, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la gourmandise, l'envie, la colère et la paresse, découlent de la corruption des vertus tassiloniennes que l'on prêtait aux dirigeants. Enfin, concernant la suite de l'enquête, il y avait également la piste des premiers meurtres. Le prévôt Sigu explique qu'il y a 2 jours, des gardes ont été agressés par un fou près d'une grange abandonnée. Les gardes l'ont calmé, mais lorsqu'ils ont examiné l'intérieur de la grange, ils ont découvert des cadavres mutilés des 3 hommes. Les 3 victimes étaient des aigres fins. Sigu a d'abord conclu que leur mort était un règlement de compte, même s'il avaient été étonnés par le signe de l'étoile gravée sur leur poitrine. Les PJ vont eux-mêmes inspecter les corps pour constater la rune et décident d'aller voir au sanatorium le fou nommé Harker, qui fut ramassé par les gardes près de la grange. Deuxième partie, la chose dans le grenier. Le chapitre n'a pas d'autre utilité que de faire rencontrer Harker, le fou retrouvé dans les histoires de meurtre. Les PJ vont alors découvrir le sanatorium du Havre du Saint-Surcy, en dehors de la ville. Il est dirigé par Abbé, un dirigeant fauché qui a trouvé un vieux mécène du nom de Kézarlu. Ce dernier est un homme dangereux aux pratiques médicales, mystiques, expérimentales, immorales et dangereuses. Le docteur Abbé n'a qu'une priorité, celle de garder son sanatorium. Et tant que le mécène paye, Abbé laisse aux nécromanciens l'accès au sous-sol et les corps de ses patients morts. Les PJ vont forcer la visite du sanatorium en perquisitionnant les lieux grâce à la lettre du shérif. Le docteur Abbé est très réticent
et fera tout pour empêcher les PJ de mettre leur nez dans ses affaires. Mais la force aura raison de sa volonté. Il leur laisse donc la possibilité d'interroger Grest, pardon pour avoir écorché son nom avant, le patient fou. Abbé et ses 2 assistants accompagnent les PJ. Il est très nerveux et craint que les PJ ne remarquent quelque chose qui éveillerait leurs soupçons. Il veut qu'il quitte son établissement aussi vite que possible. La rencontre avec le patient, Grest a la peau pâle comme gangrénée, les cheveux en bataille, les yeux d'un blanc laiteux. Il est malade et sur le point de mourir. Les PJ comprennent que Grest est en phase terminale de la fièvre des ghouls. Il est coincé dans une camisole de force. L'attitude de Grest change toutefois radicalement dès qu'il aperçoit Rick Hunter, le tueur mercenaire. Quand Grest aperçoit ce PJ, il a soudain les yeux exorbités, il se met à parler. Il l'a dit que vous viendriez me voir, sa seigneurie. Celui qui m'a transformé vous a réservé une place importante. Je suis si jaloux. Il m'a laissé un message pour vous. Il a veillé à ce que je m'en souvienne. Pourvu que je n'ai pas oublié, le maître n'appréciera pas si j'ai oublié. Laissez-moi voir. Il réfléchit. Puis il dit, il a dit que vous devriez partir. Il a dit que vous deviez vite venir à la hantise pour rencontrer la meute, car elle a quelque chose de merveilleux à vous montrer. Grest s'effondre et se met à gémir. Ses plaintes se transforment en hurlements. Il se relève d'un bond en déchirant sa vieille camisole de force. L'homme a pratiquement succombé à la fièvre des ghouls. S'ensuivra un combat avec Grest. Il tente directement de charger le tueur, l'attaquant, et se bat jusqu'à la mort. C'est une ghoul seule qui ne fera pas long feu face au PJ, bien naturellement. Kaiser-Lu Zeren, le vieux nécromancien varisien, est une fausse piste. C'est un être maléfique qui étudie la non-vie. Il n'a rien à voir avec les meurtres de l'écorcheur et sa secte. Quand les PJ découvriront que c'est un nécromancien et qu'il a des zombies sous son contrôle, s'ensuivra un combat, bien entendu. C'est un magicien qui lancera des pouvoirs classiques à son niveau, armure de mage, image miroir pour entamer le combat. Les zombies feront un mur vivant pour protéger et lui laisser la possibilité de lancer des sorts comme flèche acide, contact glacial ou baiser du vampire, voire nuage nauséabond. Des sorts assez puissants, surtout protégés par des zombies, mais Kaiser-Lu tente de fuir dès qu'il tombe en dessous de 10 points de vie. Il n'y arrivera pas, tombera à genoux, suppliera et se fera tuer de mémoire par les PJ. Les PJ décident de mettre fin à la vie du vil nécromancien. Après tout, il y a déjà un nécromancien dans le groupe. Et ce dernier, Hilarion, est certainement bien content de voir cette concurrence dangereuse disparaître. En effet, Hilarion étant neutre pur, un être maléfique comme le nécromancien Kaiser-Lu est dangereux pour sa réputation. Les notes du nécromancien contiennent cependant une information capitale. Il y a de fortes chances qu'une source de ghouls soit apparue dans la région. Je fais une pause ici et nous continuerons le chapitre 2, 3e et 4e partie certainement. Et je vous dis à très bientôt.